Je m'appelle Al-Harouni Abdelrahman, professeur au département de physique de la faculté des sciences Mlalia. Je vais dans ces exposés présenter certaines informations qui seront utiles pour le module de la thermodynamique 2. Le plan de mon travail, je présente tout d'abord les chapitres tels qu'ils sont dispensés. Donc, le chapitre 1, c'est un rappel des notions de la thermodynamique 1, c'est-à-dire rafraîchir les esprits au niveau du vocabulaire de la matière. Le chapitre 2, ce n'est que dans ce chapitre que la thermodynamique 2 va commencer parce qu'on va aborder les systèmes ouverts. Ces systèmes donc seront étudiés par les deux principes connus, principe de conservation de la masse et le principe de la conservation de l'énergie. Nous abordons aussi une notion fondamentale à ces systèmes, c'est la notion de rendement. Puis nous allons aborder dans le chapitre 3 les fonctions potentielles thermodynamiques. Le chapitre 4 sera consacré aux machines dynamothermiques en tant que chapitre support des travaux pratiques qui seront dispensés. Le chapitre 5 est réservé aux propriétés des substances pures, c'est-à-dire les changements de phase de manière générale. Tout d'abord, au sujet du chapitre 1, c'est-à-dire la thermodynamique 1, sachant que la thermodynamique est une discipline scientifique transversale, parce qu'il touche à toutes les matières de la physique, d'un côté, et de l'autre, elle est basée sur des principes. Les principes, essentiellement le premier principe et le deuxième principe qui sont étudiés à ce niveau. Puis le principe, il y a un principe dit principe 0 qui est la base de la notion de la température. Et il y a le principe 4, c'est-à-dire dans lequel on trouve la théorie d'Ansager. Les objectifs de ce module sont d'une part, on va réviser les notions indispensables à la thermodynamique, c'est-à-dire le vocabulaire de la thermodynamique 1, qui est associé au système fermé. Puis, nous allons approfondir les notions d'énergie, travail et chaleur. Nous devons aussi savoir quantifier les transferts d'énergie au niveau d'un fluide donné. En plus, finalement, dans ce chapitre-là, on doit approfondir la notion de l'irréversibilité. Le plan du chapitre contient 3 parties. La première partie, c'est une série de définitions. La deuxième partie, c'est le calcul des grandeurs échangées. Et la troisième partie, c'est les principes, le premier et le deuxième principe de la thermodynamique, avec une définition particulière à la notion d'entropie. Nous terminerons le chapitre par des exemples d'application. Donc, ces exemples d'application, il y a 2 niveaux. Le niveau du diagramme PV, le traçage des transformations, puis les calculs. Ils seront abordés sur 4 exercices. Chaque cas est associé à une transformation de base. La thermodynamique commence tout d'abord par la notion de système. Donc, un système, c'est quoi? Un système, c'est un ensemble d'objets que nous allons étudier.
cet ensemble d'objets doit être bien défini par sa frontière vis-à-vis de l'extérieur. Donc l'opérateur doit regarder son système et le séparer directement, savoir quel est l'extérieur du système. Alors ce système, c'est un système donc qui possède une frontière, et cette frontière, dans le cas où il est fermé, on parle de système fermé. Dans le cas où cette frontière permet un échange de matière avec l'extérieur, c'est le système ouvert. Ce système, nous avons dit, il est isolé de l'extérieur par sa frontière. L'ensemble système plus l'extérieur, c'est l'univers. La classification donc du système, on parle de système fermé, système ouvert et système isolé. Système isolé, c'est-à-dire un système qui n'a aucun échange, c'est-à-dire l'interaction de l'extérieur, il n'y a aucune interaction entre le système et l'extérieur. Il n'y a aucun échange. Alors que le système fermé, il permet l'échange de l'énergie, travail et chaleur. Pour le système ouvert, c'est un système dans lequel l'échange de matière est possible. Un système donc, quand il est placé, il doit être toujours en équilibre avec son environnement, c'est-à-dire qu'il possède les grandeurs d'état, qu'on appelle des variables d'état. Ces variables d'état, si le système est en équilibre avec l'extérieur, ont des valeurs fixes. Au moment où une des contraintes de l'extérieur sur le système est changée, le système évolue vers un autre état d'équilibre pour s'équilibrer dans les nouvelles conditions. Alors, les variables d'état étant modifiées, quelles sont les variables d'état qui nous intéressent dans le cas du système fluide? Alors, dans le cas des fluides, dans la majorité des cas, il s'agira des gaz. Alors, les variables d'état que nous allons utiliser sont la température, la pression et le volume. Bon, la température, la pression et le volume, ce sont les variables d'état. Chaque variable d'état a été bien définie en thermodynamique 1 et son unité en système international. Alors, les variables d'état ont été classifiées. Il y a des variables d'état intensives, il y a des variables d'état extensives. Cette distinction, parce que nous voulons savoir que nous voulons que les étudiants sachent que il y a les grandeurs intensives, ce sont des grandeurs que l'on peut mesurer en un point du système. Donc, soit le système suivant, sa frontière vis-à-vis de l'extérieur, il peut échanger de l'énergie, travail ou chaleur. Nous avons appris en thermodynamique 1 que ces grandeurs échangées, le travail et la chaleur, peuvent être positives ou négatives. La convention thermodynamique à ce sujet fait que si le système reçoit de la chaleur ou bien du travail, alors il est noté positivement. Alors, si le système perd travail ou bien perd de la chaleur, dans ces conditions-là, la grandeur est comptée négativement. Alors, la température, les variables d'état qui nous intéressent, nous, c'est la température, le volume, la pression.
nous avons dit que ces grandeurs peuvent être intensives ou extensives. Intensive, c'est-à-dire je prends un point ici, M, et je peux mesurer la grandeur. Et ça sera la grandeur associée au système en entier. Par exemple, la température, la pression, ce sont des grandeurs intensives. Le volume. Le volume, la mesure du volume doit être faite sur tout le système. Donc, c'est une grandeur extensive. C'est une grandeur extensive. La masse aussi est une grandeur extensive. Le nombre de moles, c'est une grandeur extensive parce que le nombre de moles, on doit compter le nombre de moles pour tout le système entier. Donc, il y a grandeur extensive et grandeur intensive. Bon, il y a d'autres grandeurs intensives que nous connaissons. Par exemple, la vitesse. C'est une grandeur intensive parce que quand on prend un solide qui est en mouvement, on doit regarder la vitesse de chaque point. Il y a la vitesse du centre de gravité, c'est vrai, mais il y a la vitesse chaque point est animé d'une vitesse différente. Il est possible que cette vitesse soit différente de la vitesse des autres points. Bon, l'accélération, c'est la densité des particules, la masse volumique, ainsi de suite, sont des grandeurs intensives. L'énergie, c'est une grandeur extensive. Toutes les grandeurs énergétiques, donc l'énergie interne, ainsi de suite, c'est des grandeurs intensives. Remarque importante à ce sujet, le rapport de deux grandeurs extensives donne une grandeur intensive. Par exemple, la masse volumique, qui est la masse divisé par le volume. La masse est une grandeur extensive, le volume est une grandeur intensive, mais le rapport devient grandeur intensive. La concentration aussi, ainsi de suite, donc on ne va pas tarder là-dessus. Bon, nous avons dit que notre système, lorsqu'il voit que l'une des contraintes extérieures qui s'exercent sur lui est modifiée, alors il passe d'un état à un autre. Son évolution passe de l'état initial vers un état final. Par exemple, si je considère ce système, par exemple, à l'état 1, donc système à l'état 1, une contrainte modifiée, il passe à l'état 2. Donc système à l'état 2. Cette évolution-là, le sens de l'évolution, donc c'est ce sens, alors est appelé transformation. Donc, une transformation, c'est quoi? C'est le passage d'un état initial vers un état final. L'état initial étant l'état 1 et l'état final, c'est l'état 2. Au cours de cette transformation, nécessairement, il y a un échange. Ça serait un échange de travail ou de chaleur. Donc, il y a un échange de travail ou de chaleur. Parce que s'il n'y a pas ces échanges-là, le système va rester toujours en équilibre avec l'extérieur. Au cours d'une transformation, il y aurait un échange. Ça sera l'échange de travail ou de chaleur. Alors, les transformations seront aussi on doit aussi les classifier. On va dire alors la transformation réversible et la transformation irréversible.
Mais la notion de réversibilité ici, elle est introduite pour pouvoir faire du calcul parce que nous sommes dans le domaine de l'enseignement, donc on doit choisir toujours un modèle qui va servir de support pour effectuer des calculs. Donc les transformations sont divisées en transformations réversibles et transformations irréversibles. Une transformation réversible, c'est quoi? C'est une transformation, sa définition dans la pratique, c'est une transformation relativement lente. Quand une transformation est très lente, alors on admet que certaines choses qui sont l'interaction entre les molécules, les particules, ainsi de suite, sont suffisamment petites vis-à-vis de certaines grandeurs, dans les grandeurs que nous allons calculer. Et c'est l'effet de l'interaction est négligeable par rapport, est négligeable dans le calcul que nous allons effectuer. Alors, donc, il est dit alors une transformation idéale. La transformation réversible, c'est une transformation idéale. La transformation réversible est acceptable si on est relativement lent, c'est-à-dire on connaît le chemin de passage, c'est-à-dire l'évolution se fait selon une trajectoire bien connue, de façon à pouvoir revenir à l'état initial selon le chemin de la lait. Donc, une transformation réversible dans la réalité, les transformations, dans la réalité, toutes les transformations sont irréversibles. Ou bien, il existe certaines transformations qui sont quasi réversibles. Donc, les transformations naturelles, ce sont des transformations naturelles. Les transformations naturelles, ce sont des transformations irréversibles. Mais on peut les approcher par le modèle de réversible. Donc ici, c'est les transformations idéales, c'est-à-dire support réversible, support de calcul qui élimine les frottements. Parce que l'irréversibilité est expliquée aussi par le phénomène de frottement. Alors, maintenant que nous avons divisé les transformations en deux, réversibles et irréversibles, il existe une autre classification des transformations, c'est-à-dire relativement à la grandeur, à la variable d'état associée. Par exemple, nous avons la température, une variable d'état. Dans le cas où la température reste constante au cours de la transformation, dans le cas où la température est maintenue constante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas modifiée par rapport à l'extérieur. Donc, cette transformation-là est appelée transformation isotherme. Donc, on a aussi des transformations isothermes si la température est constante. Si nous maintenons par exemple le volume constant, la transformation est dite isochore, V égale constante. Si on maintient la pression constante, c'est isobare. Donc les trois variables d'état, on peut leur associer trois types de transformations. Dans le cas où notre système est protégé vis-à-vis de l'extérieur, pour ne pas échanger de la chaleur. Dans ces conditions-là, on dit que la transformation est adiabatique. Donc, adiabatique, ça veut dire il n'y a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur.
Très bien, donc on a 4 transformations, isotherme, isobare, isochore et adiabatique. Alors, il faudrait mettre en tête que ces 4 transformations sont appelées des transformations de base. Ils sont très utiles dans la modélisation des transformations. Parce que toute transformation peut être décomposée en des transformations élémentaires qui peuvent être soit l'une, soit l'autre de ces transformations de base, comme un espace vectoriel dans lequel on décompose un vecteur selon les vecteurs de base. Donc vous avez ici 4 transformations de base qui sont essentielles dans la thermodynamique. On doit les comprendre correctement et savoir faire les calculs dans ces transformations. Un exercice de thermodynamique, c'est quoi? C'est un exercice dans lequel les questions qui seront posées, le calcul des variables d'état. Comment ce calcul se fait? On doit mettre en tête que le calcul des variables d'état passe premièrement par ce que l'on appelle l'équation d'état. L'équation d'état. L'équation d'état, c'est-à-dire une relation entre les variables d'état, la température, la pression et le volume. Cette relation-là est une relation qui a posé énormément de problèmes parce qu'il n'est pas unique. Chaque fluide a son équation d'état différente d'un autre fluide. Donc il dépend du fluide. Il est très compliqué, donc c'est une équation qui est spécifique au fluide. Ça dépend des conditions et son évolution, donc ainsi de suite. Donc l'équation d'état, c'est pas facile à gérer. Et c'est pour cela qu'on a créé toujours la science. On doit passer par des choses idéales. Donc l'idéal pour l'équation d'état, c'est le gaz parfait. On a créé un gaz appelé gaz parfait. Ce gaz parfait, donc, a une équation d'état très simple qui est la limite des équations d'état de tous les gaz. Donc, l'équation d'état des gaz parfaits, c'est PV égale nRT, dans laquelle N c'est le nombre de moles et R c'est une constante, la constante des gaz parfaits. N aussi est constante parce que notre système est fermé. Nous sommes toujours dans le cas des systèmes fermés. Bien, donc équation d'état des gaz parfaits. Bon, on peut répondre aux questions, calculer les variables d'état à chaque état d'équilibre. Donc on doit passer tout d'abord par cette équation d'état. Bien, donc la deuxième question qui pourrait être posée, c'est le bilan des énergies et de l'entropie. Alors le bilan des énergies, donc, le calcul du travail et de la chaleur sont à la base de toute la suite. Si nous savons calculer l'échange, la chaleur échangée et le travail échangé, le problème est résolu. Sinon, on va être bloqué nécessairement. Bien, donc les transformations de base, nous avons dit, ce sont transformations isotherme, isobare, isochore, adiabatique. On parle aussi d'autres transformations. Par exemple, une transformation à entropie constante, c'est-à-dire adiabatique réversible. Alors, c'est une transformation isentropique, isoénergétique. La transformation isoénergétique, c'est-à-dire une transformation à énergie interne constante. Bien, comme par exemple le gaz parfait qui a subi une transformation, par exemple, qui a subi une transformation isotherme, alors il est isoénergétique. Ou bien isenthalpique, ainsi de suite. Il y a aussi ce que l'on appelle la transformation cyclique. La transformation cyclique, c'est lorsque l'état initial est confondu avec l'état final.
Alors, l'état initial, 1, c'est l'état final, 2. Dans ces conditions-là, on dit que la transformation est cyclique parce qu'il a fait un cycle. On part de l'état initial, si l'évolution par exemple suit ce mouvement-là, donc l'état initial, je fais le tour et je reviens à l'état initial. Et dans ces conditions-là, nous avons décrit ce que l'on appelle un cycle. La transformation est dite alors cyclique.